Collègues, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Merci, Madame la Ministre, d'être là ce matin. J'allais presque dire très tôt, avec une petite contrainte horaire que vous nous avez signalée puisque vous êtes convoqué au Conseil des ministres. Je ne sais pas si on dit convoqué, mais ça me semble être le mot juste. Donc, nous irons au maximum du maximum de 9h40. Si on peut s'arrêter à 8h30, 9h30, moins 25, ce sera parfait pour la ministre. Nous sommes là ce matin dans la continuation du travail que nous avons engagé à la Commission des lois sur les violences que subissent les maires, notamment le fait générateur a été la situation de M. Yannick Morez, sa démission et les conditions de sa démission, y compris d'ailleurs ses observations quand il est venu devant la Commission de dire qu'il n'avait pas été suffisamment soutenu par les services de l'État au sens large. On entend État aussi, services de justice, que sa situation était à ce point tellement difficile qu'il a décidé de démissionner. Et puis, malheureusement, d'autres cas sont arrivés. Je pense notamment à la maire de Plougrescan et d'autres. Et puis encore plus récemment, malheureusement, monsieur Vincent, j'ai mangé son nom, Jeanbrun, qui lui-même a été victime d'une agression, qui n'est pas qu'une agression, ce sont des actes criminels en réalité. Il faut pas. La qualification pour nous est importante. C'est pas simplement un acte de délinquance, c'est un acte criminel qui relève en réalité de la cour d'assises. Il faut pas perdre de vue. Bon, donc la situation est telle et les agressions que subissent les élus sont d'une telle gravité aujourd'hui que notre mission cherche évidemment à avancer sur le sujet et essayer de tenter d'apporter des réponses. Nous avons pris l'initiative à quelques-uns d'une proposition de loi qui a été déposée il y a quelques semaines maintenant, 3 semaines, à peu près un mois, au Sénat, dont on espère bien qu'elle viendra assez rapidement à la rentrée devant le Parlement. Madame la Première ministre a annoncé un grand plan dont vous avez, je crois, la charge. Et donc, l'objet de notre réunion de ce matin, c'est que vous puissiez nous dire quelles sont les mesures qui seront mises en œuvre par le gouvernement et quels sont les moyens que vous souhaitez pouvoir développer pour assurer une meilleure protection des élus d'une façon générale, des maires en particulier parce que les circonstances l'exigent, mais des élus d'une façon générale, j'allais presque dire de tout ce qui représente l'autorité qui dans ce pays fait actuellement l'objet de contestations fortes, qui ne sont pas que des contestations verbales et dont on voit bien que l'aspect de la violence physique s'est complètement libéré et qu'il n'y a plus de limite et que le passage à l'acte n'est même plus une question, c'est aujourd'hui une réalité, et que de surcroît celui-ci est de nature criminelle, puisqu'on en est même à revendiquer parfois la disparition de tel ou tel élu. Je pense à la maire de Pontoise il n'y a pas très longtemps qui a témoigné également. Donc tout ceci est évidemment inacceptable, mais notre travail, nous, de législateurs, c'est d'essayer d'apporter une réponse. Voilà, je vous ai à peu près tout dit dans un temps à peu près raisonnable. Avant de vous laisser la parole, naturellement, l'objectif c'est de conserver un temps d'échange avec les collègues dans le temps qui vous est imparti d'une heure d'horloge. Merci. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. On est sur un sujet grave qui est la menace et les agressions subies par les élus. Vous m'auditionnez. L'idée, c'est effectivement que je puisse brièvement vous dire ce que nous avons fait, ce que nous allons faire, et puis qu'on puisse échanger de façon très directe. Alors, en introduction, vous dire que ce phénomène de la violence aux élus, on le voit monter depuis quelques années, d'abord dans notre quotidien de maire, et puis dans les statistiques qui montrent que le phénomène s'accentue. Donc l'idée n'est pas de s'apesantir ici sur les causes de ces violences qui sont nombreuses et que vous avez sans doute identifiées, mais si on s'en prend aux élus, c'est parce qu'ils incarnent et qu'ils défendent de l'ordre public l'autorité de l'État. Ils sont le premier maillon sur lequel tout tient. Les violences visent la société elle-même, on l'a vu ces derniers jours, et c'est pour ça que la lutte doit être nous devons faire preuve de très forte détermination. Je veux dire que contrairement à ce qu'on a parfois entendu, l'État n'a pas abandonné les élus, les forces de sécurité sont là, elles enquêtent, elles protègent, les magistrats condamnent plus durement. Je pense que le garde des Sceaux vous a donné quelques éléments, contrairement aux idées reçues, que dans le droit commun d'ailleurs. En revanche, vous ne m'entendrez pas dire que nous avons tout bon sur toute la ligne, Sam Révin l'a montré. Nous avons encore beaucoup à faire et à accomplir pour toujours et encore mieux assurer la sécurité de nos élus. C'est cette ligne que m'a donnée la Première ministre. Elle a une exigence, c'est que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des élus avec une seule boussole, évaluer
protéger, sanctionner. Et pour évaluer, je rappelle, il est absolument nécessaire de signaler. C'est-à-dire il faut que les maires signalent systématiquement et non pas quand ils considèrent que c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet une évaluation précise derrière pour pouvoir protéger mieux et sanctionner ensuite. Ensuite, nous avons lancé le pack sécurité. C'était le 17 mai sur le perron de Matignon, à la sortie de la rencontre aux côtés de la Première ministre avec le maire de Saint-Brévin. Et nous sommes en train de déployer ces mesures, ce pack sécurité, qui, pour ce que je vois, j'en suis à 81 visites de terrain et pas moins de 10 visites en 11 jours ces 2 dernières semaines. Ces actions, elles sont opérationnelles. Quand on parle des 3400 gendarmes et policiers, le aller vers, c'est-à-dire faire encore plus pour être identifié comme étant le référent violence faite aux élus chez nos gendarmes, ces réalités, les maires me le disent, même si on se connaît, ils reviennent me voir. Et donc, nous tenons à ce que tous les élus aient véritablement une bonne connaissance de qui est leur interlocuteur privilégié, non pas en cas de crise, mais en cas de volonté de réflexion sur une meilleure protection de la mairie, de la personne, des bâtiments publics, de leur famille. Et donc, ces interlocuteurs vont vraiment à la rencontre des maires. Alors, le pack sécurité, c'est pas un gadget. Je me souviens, vous aviez rigolé quand je vous avais annoncé cela. Il y a des choses essentielles dedans pour assurer la sécurité des élus. Alors, je commence par tout ce qui est cyber-violence. La plateforme Pharos, très important. La plateforme Pharos, elle est entre les mains de la police nationale, mais tous les faits convergent de cyberviolence et on déréférence un certain nombre de plateformes et de sites. Donc, ça marche et n'importe quel citoyen peut signaler une cyberviolence. Ensuite, le PAC, c'était les 3400 gendarmes qui sont dans l'aller vers et qui accompagnent la protection des élus, évidemment, quand ils le souhaitent, mais ils sont bel et bien identifiés, ils sont formés pour passer de référent élu à référent violence faite aux élus. Il y a ce 17 aussi, fondamental. Moi, j'étais maire et je n'ai jamais imaginé une seconde que s'il m'arrivait quelque chose, ce soit le 17 qu'il faille que je compose. J'avais 3-4 numéros de portable dans mon téléphone portable et j'avais en plus une brigade sur ma commune. Bien sûr que non, que ça n'est pas les portables des gendarmes que l'on connaît qu'il faut appeler s'il nous appelle quelque chose. S'il nous arrive quelque chose, c'est le 17. Et pour ce faire, le RGPD oblige évidemment le préfet et le gendarme à avoir une autorisation express du maire pour enregistrer le numéro. Ce n'est pas moins, depuis que je le dis, de 1800 maires qui se sont enregistrés. Tous mes déplacements, 20, 40 maires, je leur dis, donnez l'autorisation et vous serez protégé comme il se doit. Ensuite, ce sentiment de sécurité, parce que c'est très important, la perception par le maire de ce sentiment de sécurité. Et je perçois, j'ai eu au téléphone 2 fois, j'ai rencontré la première adjointe devenue maire de Saint-Brévin la semaine dernière. La perception, je l'illustre par cette nouvelle maire, mais d'une façon générale, les maires ont la perception d'être bien protégés. Ensuite, on a co-signé une circulaire que vous avez ici, avec différents chapitres, avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et moi-même. Cette circulaire, elle vise à rappeler aux préfets et aux procureurs qu'il n'y a pas de petites menaces. Donc on ne veut plus entendre, quand un élu envisage de porter plainte, que de toute façon ça va être classé sans suite et que c'est donc pas la peine de porter plainte. Donc là, on est dans une demande expresse de ne pas considérer qu'il y ait des petites ou moyennes menaces, on porte plainte. On s'intéresse à toutes les menaces. Ensuite, on évalue systématiquement. On s'est aperçu que l'évaluation était fondamentale. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que la protection, elle donne l'impression d'une surprotection ou évidemment d'une sous-protection. Pour cela, il faut une évaluation, parce que la population peut rejeter quand elle voit des forces de police ou de gendarmerie très importantes et qui leur apparaît, à la population, lui apparaît disproportionné. Ensuite, une présence continue. Les préfets et les procureurs doivent assurer une présence continue auprès des élus menacés ou agressés. Il est vrai que cette présence continue, elle s'est nourrie
de la situation de Saint-Brévin, où les attentes du maire étaient supérieures. On prend des mesures concrètes pour assurer la sécurité des maires. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des élus qui en ont besoin. Ce sont tous nos policiers et gendarmes qui sont donc mobilisés. Ce train de mesures ne laisse pas de côté, au contraire, le point essentiel de la réponse judiciaire, particulièrement actuellement, dont le garde des Sceaux a déjà eu l'occasion de vous parler. Tout d'abord, nous sommes montrés ouverts à adopter des dispositions proposées par le sénateur Daubresse qui renforcent les sanctions pénales applicables. Ça, c'est clair. Ça n'a pas pu passer dans la LOPMI. Il nous faut trouver le moment pour faire passer ce texte. La circulaire que je viens de mentionner demande au parquet de créer des filières d'urgence, des sortes de coupe-fil pour faire en sorte que les affaires de violences faites aux élus soient traitées plus rapidement. Et troisièmement, nous sommes aussi ouverts à travailler à compléter le code pénal pour que nous soyons certains d'avoir tous les outils répressifs utiles pour bien traiter les auteurs des violences faites aux élus. Alors, nous sommes conscients, ça c'est un petit peu le 17 mai, la circulaire, les annonces, mais nous sommes conscients que nous devons aller plus loin. Donc, dès le lendemain du 17 mai, la Première ministre nous a demandé de travailler à un plan national de prévention et de lutte contre les violences aux élus, qui est aujourd'hui quasi finalisé. Ce plan tente de rassembler toutes les propositions qui ont été faites par les associations d'élus, mais aussi par vous, le Sénat, par l'Assemblée nationale. Il recoupe assez largement, par ailleurs, les propositions que vous avez faites dans l'importante PPL déposée fin mai au Sénat par vous-même, Monsieur le Président. Ce plan cherche à agir sur 4 axes. Le premier, la protection juridique et psychologique. Le deuxième, la sécurité physique des élus. Le troisième, la réponse judiciaire. Le quatrième, les relations entre les maires et les parquets. Je veux dire que c'est d'ores et déjà réalité. Je vous disais que j'étais à 81 visites de terrain. Je peux dire que dans les 70 premières, les procureurs ne sont jamais venus à mes rencontres avec les maires. Toutes mes dernières rencontres avec les maires, à l'initiative de l'AMF ou quiconque ou du préfet, j'ai toujours vu les procureurs. Les procureurs sont présents dans ces rencontres avec les maires. Et même si c'est le fruit de la circulaire que l'on a envoyée il y a quelque temps, en fait, le message est bien passé. L'objet n'est pas de rentrer ici dans le détail du plan. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Je cite simplement quelques exemples de ce que nous avons cherché à faire. Nous allons renforcer la protection fonctionnelle en la rendant automatique et en l'étendant et en renforçant sa prise en charge. Donc, comme vous l'aviez souhaité, jusqu'aux communes de 10 000 habitants. Nous travaillons à la mise en place d'un dispositif d'aide aux victimes et d'appui psychologique aux élus victimes de violences. C'est une absolue nécessité, j'en prends conscience tous les jours et encore hier, quand Monsieur le Président de la République recevait 400 maires, j'ai eu l'occasion d'échanger après avec un certain nombre d'élus. Et cet appui psychologique, je me suis dit, heureusement qu'on l'a mis dans notre plan, tellement il est prégnant. Il y a ma main dont les larmes sont plus que montées aux yeux. Donc cet appui psychologique est absolument nécessaire. Nous trouvons de nouveaux moyens d'assurer la sécurité physique des élus, notamment en encourageant le déploiement de solutions de vidéosurveillance qui permettent d'identifier les auteurs et de faire avancer rapidement les enquêtes. Nous proposons aussi de renforcer les relations entre les maires et les parquets en rendant la conclusion de protocoles obligatoire. Sur tous ces points, je vous le dis, je souhaite que le travail avec le Sénat soit le plus dense possible. Vous avez déjà beaucoup avancé et travaillé sur le sujet. Nous avons sans nul doute à enrichir ce plan à partir de vos réflexions et de vos travaux. Merci Madame la Ministre. Alors, qui souhaite s'exprimer? Y a-t-il des questions? Monsieur Alain Marc, Madame Gatel, la présidente Gatel, et Monsieur Henri Leroy. Merci Monsieur le Président. Alors, Monsieur Alain Marc. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Nous disions l'autre jour, lorsque nous avons reçu le directeur général de la gendarmerie nationale, qu'un élu chez moi a porté 5 fois plainte avant que celle-ci dernière ne soit prise en compte par le parquet. Alors, sans doute, l'actualité y est-elle pour quelque chose, mais... je pense que, et je le disais, que dans la formation aussi peut-être des procureurs et dans l'exercice de leurs fonctions tous les jours, il est absolument nécessaire, et vous l'avez dit, désormais, lorsque vous vous rendez à la demande d'une ADM dans un département, les procureurs sont présents.
Mais traiter ce problème, c'est très bien, mais on le traite en aval. Moi, il me semble que de façon plus globale, il faut peut-être repenser la place du maire dans la société et se poser à nouveau la question du statut de l'élu, parce qu'il s'agit aussi de cela. Là, on traite bien évidemment d'un problème qui aujourd'hui est prégnant, parce que dans la société, il y a des incidents avec beaucoup de démissions d'élus, ce qui, pour nous, nous interroge, puisqu'en 2026, il y aura à nouveau des élections municipales. Mais il faut, je pense, travailler à nouveau, sans doute par un projet de loi, le statut de l'élu et singulièrement celui du maire dans la société, avec les possibilités pour ces derniers d'exercer leurs fonctions dans toutes les dimensions que l'on souhaite, est possible, puisqu'aujourd'hui ils sont à la fois dans les petites communes juges de paix, ils décident de projets, etc., etc. Là, on ne traite que l'aval, il y a des problèmes avec certains administrés, eh bien je crois qu'il faut vraiment revenir à ce statut-là. Monsieur Marc, Madame la Présidente Gatel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Je pense qu'il nous faut dissocier cette situation de crise qui nous amène, et on ne peut que vous en remercier, à proposer des plans, et la situation que j'ose appeler un peu de temps calme, et qui est une situation récurrente où le lien entre l'élu et le citoyen se distend de plus en plus, et que je pense qu'il faut travailler sur des réponses de long terme, sur l'éducation, un changement de culture entre tous les acteurs, y compris, vous l'avez dit, la justice et les élus. Il faut prévenir, protéger, sanctionner. Donc moi, je voudrais reprendre quelques éléments extrêmement simples. L'évaluation est extrêmement importante, parce que je pense qu'on a tendance, par des temps de surchauffe, à surréagir ou à afficher, pardonnez-moi, le mot est maladroit, mais vous comprenez ce que je veux dire, à sortir des choses qui seraient très fortes, très puissantes, mais à un moment, les uns et les autres vont un peu s'endormir, ça va passer d'actualité, et on retrouvera des phénomènes d'exaspération de cette nature. Donc nous avons été très frappés par la situation de Saint-Brévin-les-Pins, où on a vu, avec le respect dû à chacun, une sorte de dysfonctionnement, ou en tout cas de malfonctionnement, qui fait que tout au long de la chaîne, depuis le début de cette affaire de CADA jusqu'à la fin, il y a eu une sorte d'indifférence au sens de non-prise de conscience de risque et d'évaluation des risques. Quand on est dans une société ou dans une république, on inscrit dans la Constitution le principe de précaution. C'est quand même un manque. Donc je pense qu'il faut vraiment retirer de cette situation des enseignements, travailler sur la formation des magistrats et la formation sans doute des policiers et des gendarmes. Et je distinguerai peut-être, où je ferai valoir une différence entre les gendarmes, les zones gendarmerie et les zones police, de manière générale. Dans les zones de gendarmerie, les gendarmes vivent au milieu de la population. Leurs enfants vont à l'école, ils participent au club de foot, etc. Vous avez une relation parfois plus, j'ose pas dire naturelle, mais vous voyez, le policier, le gendarme, il est dans la vie de tous les jours. Et que je pense qu'il y a là, à un moment, sans doute un risque peut-être de moindre dérapage que dans les zones de... Comment ? C'est la censure. Merci, Monsieur Canet. Il y a sans doute un risque de dérapage moindre. Et puis, je pense, Madame la Ministre, vous dites qu'il y a une circulaire, moi je suis ravie, mais il y a des lois de 2019, engagement et proximité, et des lois 3DS qui ont inscrit dans la loi l'obligation d'une relation et d'une action efficace très bien définie entre le procureur et le maire. Et nous avons eu l'occasion à la délégation d'auditionner monsieur le garde des Sceaux, qui nous a expliqué qu'il y a des endroits où ça fonctionnait plutôt très bien, et d'autres, parce que les procureurs sont pris peut-être par autre chose ou leur sensibilité est moindre, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il faut qu'on soit dans cette approche systématique qui fait qu'on fait une sorte de rempart de sécurité, de filet de sécurité autour des élus. Je vous remercie. La présidente, monsieur Henri Leroy, puis monsieur Canet, président Canet. Le nombre de violences verbales et physiques contre les élus est passé de 1720
à 2265 en 2022, selon les chiffres du ministre de l'Intérieur dévoilés le 15 mars. Il y a quelques semaines, vous annonciez la création d'une cellule d'analyse et de lutte spécifiquement dédiée à la lutte contre les atteintes aux élus, et les mesures législatives visant à renforcer les sanctions devraient être présentées avant l'été. Les agressions envers les élus locaux se multiplient avec un pic de violence inouï ces derniers jours, dû aux émeutes, bien sûr. Depuis des mois, vous multipliez les rencontres avec les élus avec des résultats encore peu visibles. Quelles mesures concrètes le gouvernement envisage-t-il de prendre rapidement pour garantir la sécurité des élus locaux et prévenir les menaces et agressions qu'ils subissent? Merci. Merci, Monsieur Leroy. Monsieur le Président Caner. Oui, Madame la Ministre, ne prenez pas ce que je vais vous dire pour vous-même et pour ce que vous représentez. Seul le Président Caner a la parole. Mais c'était pour justement vous appeler. Voilà. Les préliminaires étant passés, allons-y. Monsieur le Président. Madame la Ministre, ça fait 75 mois que vous êtes au pouvoir. 75 mois. La situation n'a jamais été aussi difficile pour les élus locaux et vous portez une part de responsabilité évidente. Vous avez affaibli, quand je dis vous, c'est un vous collectif, naturellement, vous avez affaibli l'autonomie financière et fiscale des collectivités locales. Vous avez liquidé les emplois aidés au secteur associatif. Vous avez diminué les moyens de l'éducation populaire. Vous avez supprimé de fait les clubs de prévention spécialisés. Et on s'étonne aujourd'hui, et moi je suis en colère, Madame la Ministre, j'ai 20 villes dans le Nord qui ont été massacrées. Massacrées. La ville de Denain, son centre-ville n'existe plus. Des centaines de millions d'euros de travaux. J'ai écouté ce matin Olivia Grégoire sur le plan d'urgence, etc. Mais vous êtes toujours un temps en retard et vous êtes quelque part un arroseur arrosé. Et voilà, d'agression d'élus à agression d'élus, de violence urbaine à violence urbaine, eh bien vous courez toujours derrière l'événement, mais finalement vous l'avez provoqué par une politique qui est considérée comme injuste par, et je n'excuse rien du tout, vous l'avez bien compris, enfin, vous savez quelle est notre position en la matière, les violences sont inexcusables. Il ne s'agit pas de les comprendre, il s'agit de les condamner, mais néanmoins, à notre place, nous devons regarder votre bilan. 75 mois. 75 mois. J'ai été ministre de la Ville, on le dit souvent, Marc Daubresse pourrait dire la même chose, je n'ai jamais connu une telle situation, alors que nous étions en pleine période d'attentats, et pas des moindres, Donc, Madame la Ministre, moi, vraiment, je vous interpelle. Vous pouvez pas, excusez-moi, balader la représentation nationale de petit texte en petit texte, surtout en ayant coupé la branche de l'autonomie globale politique des maires dans ce pays. Donc, je suis en colère parce que j'ai vu des maires aux larmes. Le maire de Mont-Saint-Barreul qui a vu sa mairie, 25 000 habitants, qui a vu sa mairie brûler, alors qu'il porte une politique d'aménagement urbain extraordinaire sur l'ANRU, sur les politiques sociales. Voilà, on lui a brûlé sa mairie. Vous allez me dire, je ne suis pas responsable. Nous sommes tous responsables, mais vous êtes aux responsabilités centrales. Donc je voulais vous le dire. Il y a un moment donné où il faut que vous entendiez cette colère profonde. Les maires ne peuvent pas être les variables d'ajustement de l'incurie politique de ce gouvernement. Merci, Monsieur Caner. Monsieur Éric Kerrouche, puis Monsieur Reichart et Monsieur Darnaud. Bien. Bonjour, Madame la Ministre. Alors, j'allais dire Patrick Caner a dit l'essentiel. Comment dire? Et puis, j'allais dire que après balance ton maire, on ne va pas faire balance ton ministre. Ça serait assez malvenu. Néanmoins, quelques réflexions. Ce qui s'est passé, je pense, a traumatisé une grande partie du pays et rien n'est excusable dans les débordements qui sont plus que des débordements parce qu'ils remettent en péril l'ensemble du pacte républicain avec des conséquences qui peuvent être, on le sait, très graves et qui le sont déjà. Le recul n'est pas un recul effectivement ponctuel. C'est un recul systémique. C'est un recul dans le temps. En 2018, j'avais commis un petit ouvrage qui s'appelait Le blues des maires et qui traitait de l'ensemble de ces sujets. Et dans ces sujets, on voyait déjà la difficulté des maires à assumer une partie
de leurs fonctions, mettant l'accent d'ailleurs sur le fait que, disposant de moins de moyens, et singulièrement le volant des emplois aidés était un élément essentiel de fonctionnement du local, eh bien, quand on enlève une partie des moyens, le système ne peut plus se stabiliser. Je parle de la capacité des élus à faire. Et il est assez révélateur que on parle sans cesse de statut de l'élu. Mais en fait, il y avait une loi qui était censée promouvoir ce statut de l'élu. C'était engagement et proximité. Et il s'avère que engagement et proximité n'a touché le statut qu'à la marge. Alors, prenons-en notre part. Il y a aussi une crainte de la part des parlementaires que nous sommes de légiférer en faveur des élus parce que, justement, nous craignons, à tort ou à raison, et je pense à tort, la réaction des citoyens. Mais redéfinir le statut de l'élu, c'est aussi le rôle de ceux qui sont aux responsabilités, non pas simplement en le disant, en le proposant, mais en le faisant, ce qui n'a pas été fait depuis des années. Or, si on veut redonner de la confiance, si on veut démocratiser l'accès aux fonctions, il faut transformer le statut de l'élu de manière radicale. J'ai lu une partie de vos réponses en la matière dans la presse. Elles ne sont, à mon sens, pas à la hauteur de la transformation qu'il faudrait faire. Avec mes collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain, nous venons de déposer une PPL sur le statut d'élu qui change radicalement la façon d'aborder celui-ci. Et où on repousse toujours les solutions et nous serons toujours des spectateurs. Et si nous sommes des spectateurs, on sera sans cesse condamnés pour ne pas avoir su anticiper ce qui est en train de se passer. Et c'est tout ce qu'on vous demande, Madame la Ministre. C'est simplement de répondre à une crise qui est profonde. Un certain nombre ici, dans cette salle, sont renouvelables. Bien entendu, allant voir beaucoup d'élus dans leur département. Et moi, je vous le dis très clairement, ce qui m'interroge, c'est le changement de tonalité entre la période que nous vivons et la période d'il y a 6 ans. Les interrogations des élus sont beaucoup plus fortes, leurs doutes le sont tout autant, et leurs craintes sont tout à fait effectives. Alors, à un moment donné, encore une fois, on ne peut pas être que spectateur. Et donc, ma question est toute simple. Quand y aura-t-il vraiment un texte de loi qui mette au niveau le statut des élus, pas pour en faire une caste à part, mais pour respecter simplement l'organisation de la République et faire en sorte que celle-ci perdure? Merci, Monsieur Kerrouche. Il y a encore 4 collègues qui veulent intervenir. Peut-être on va faire assez court et après, Madame la Ministre répondra. Mais on s'arrêtera la liste là, parce que dans un premier temps. Monsieur Reichart, Monsieur Darnaud, Monsieur Marie, Monsieur Bonhomme. Merci, si Monsieur on peut le Président. Faire serré, c'est bien. Madame la Ministre, moi je voudrais vous parler de... Oui, Madame la Ministre, moi je voudrais vous parler de la prévention des conflits. Celles et ceux qui ont été maires dans cette salle savent qu'il y a de toute façon toujours des rencontres avec des concitoyens qui peuvent se passer mal pour 36 000 raisons liées au quotidien du vivre ensemble. Voilà, le maire qui reçoit un concitoyen qui se plaint de l'aboiement des chiens autour et que si ce concitoyen n'a pas eu satisfaction la première ou la deuxième fois, la troisième fois il s'énerve, etc. Donc ça existe, ça existera toujours. On n'arrivera naturellement pas à empêcher ces discours inflammés, voire pour certains de ces incidents, des agressions. Voilà. Moi, je voudrais vous parler de la prévention des conflits qui montent sur un certain nombre de thématiques que je ne vais pas citer ici, mais que l'on pourrait éviter. Exemple. Nul doute que si on n'améliore pas la situation en ce qui concerne le ZAN, prenons par exemple le ZAN,
et à l'heure actuelle, je ne sais pas vers où on va au niveau de l'Assemblée nationale, mais si on n'améliore pas la situation, c'est sûr que les maires vont à nouveau être en première ligne face au mécontentement des gens qui diront « mais moi je veux construire, etc., etc., je ne peux pas, vous n'avez rien compris, votre plus est lamentable ». Enfin, bon, nul doute que ça va venir. Donc moi j'appelle à ce qu'il y ait une prise en compte. On a voté un texte qui nous paraît plutôt convenir. Il ne faudrait pas que ça achoppe et qu'on se retrouve de nouveau face à un texte dur. Et autre exemple, ici au Sénat, on a voté une proposition de loi sur les gens du voyage, l'accueil des gens du voyage. Ce texte est enquisté à l'Assemblée nationale. Mais c'est sûr que si ça continue comme ça va continuer. Le maire va en prendre plein la tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir les gens du voyage, ils vont lui dire non, vous ne pouvez pas rester là, etc., etc. Il n'aura pas les moyens. Il va s'en prendre plein la tête. On va vers des agressions. Moi, ce que je voudrais, et je fais très court, ce que j'aimerais bien, c'est que le gouvernement examine toutes les situations, je ne parle pas du quotidien, hein, les aboiements de chiens, les voisins, mais toutes les situations structurelles qui, à l'heure actuelle, sont susceptibles et vont occasionner, si vous le voulez, moi je suis persuadé, moi je vais le faire moi-même si vous le voulez, mais je suis sûr qu'ici, la délégation présidée par Françoise Gatel est capable de dresser un certain nombre de situations qui sont structurellement irritantes pour des concitoyens vis-à-vis des maires et qui sont récurrentes. On doit pouvoir effectivement intervenir dans la prévention de ces conflits pour éviter que la situation s'envenime dans un certain nombre de situations. Je vous remercie. Merci, Monsieur Reichart. Monsieur Darnaud. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être le plus pragmatique possible et poser notamment deux questions. Malheureusement, on a le sentiment que les événements se succèdent les uns aux autres. Et quand je parle d'événements, pas nécessairement ceux que nous venons de connaître, aussi douloureux soient-ils, mais nombreuses sont les situations qui mettent les maires en première ligne, que ce soit lors de conflits sociaux, que ce soit, et on l'a vu avec Saint-Brévin, et tant d'autres maires qui ont dû faire face à la situation de violence et que, à chaque fois, la situation se répète où on sort à la hâte un projet de loi, où on sort un texte, des mesures très ponctuelles d'accompagnement. Nous aimerions enfin que le gouvernement, et encore une fois, le Parlement prendra toute sa place. D'ailleurs, nous allons encore formuler, Madame la Ministre, d'ailleurs, je regrette que la ministre des collectivités n'ait pas pu répondre à la mission d'information sur l'avenir des maires et de la commune. Nous avons invité depuis plus d'un mois et demi, nous allons rendre le rapport et finalement il n'y a que la ministre qui n'aura pas répondu à notre invitation. C'est assez regrettable, je le dis parce que c'est un sujet sur lequel nous avons essayé de faire œuvre utile et d'être très pragmatique sur les propositions que nous allons formuler. Première chose, il y a des choses qui marchent et qui fonctionnent. Et malheureusement, on ne les voit pas être dupliquées. Un exemple, nous étions l'autre jour dans la Somme. Nous avons rencontré le procureur de la République qui a mis un moyen spécialement dédié pour suivre la boîte mail sur laquelle les élus peuvent faire part des violences auxquelles ils sont confrontés. Et on voit tout de suite la réactivité. Mais quand ça marche, pardon de le dire, ça n'est jamais reproduit, jamais dupliqué. On va toujours chercher ce qui ne fonctionne pas. Première chose. La deuxième, Madame la Ministre, ça fait 2 fois que j'ai eu à la tribune, notamment au plateau, l'occasion de vous poser la question. Je pense que face à cette crise que traversent les maires et au manque d'agilité, et vous-même l'avez rappelé, il y a un sujet qui s'appelle le pouvoir réglementaire local. Et à 2 reprises, je vous ai posé la question sans qu'aucune fois vous m'ayez donné un exemple de pouvoir réglementaire local qui aujourd'hui se décline et s'applique sur les territoires, à l'instar de ce que nous souhaitions, avec Françoise Gatel, introduire dans le texte 3DS. Donc si vous pouviez ce matin me donner un seul exemple, je n'en demande pas 2, 3, un seul exemple de pouvoir réglementaire local qui se décline et que peuvent actionner les maires sur les territoires. Je vous en remercie par avance. Merci, Monsieur Darnaud. Monsieur Didier Marie. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous n'êtes pas ministre de l'Intérieur, vous n'êtes pas ministre de la Politique de la Ville, mais vous représentez ici le gouvernement, donc je me permettrai de revenir sur 2-3 points liés à la situation que nous venons de connaître. Et je vais m'appuyer sur ce qui s'est passé dans mon territoire.
la métropole de Rouen et plus particulièrement la ville d'Elbeuf. Cela fait des mois et des mois que la majorité des élus de ce territoire, les 71 maires, réclament des moyens supplémentaires en matière de police. Quelques moyens supplémentaires ont été attribués, mais ils n'ont pas compensé les départs en retraite et les mutations. Résultat, pendant les émeutes, l'essentiel des moyens a été concentré sur la ville-centre, Rouen, ce qui était tout à fait compréhensible, mais pendant 2 nuits, la ville d'Elbeuf a été livrée aux pilleurs, les forces de police présentes n'étant là que pour protéger leur commissariat et n'étant pas en capacité de protéger le reste du territoire. C'est un premier sujet. On nous parle beaucoup de l'augmentation des effectifs de la police nationale, mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment présents encore sur le terrain. Deuxième sujet, nous avons connu ces dernières années une diminution des crédits de la politique de la ville, en particulier au bénéfice des associations. Ça a été dit tout à l'heure, nous avons vu aussi la suppression des emplois jeunes, la suppression de toute une série d'emplois aidés, et ces emplois-là étaient majoritairement destinés aux jeunes des quartiers, et étaient un moyen d'amener un certain nombre d'entre eux à s'insérer, tout en permettant aussi de lier du lien social sur le territoire. Vous nous direz, les crédits de l'ANRU ont augmenté. Oui, certes, sauf que le nombre de sites a aussi augmenté. Résultat, on a dilué et les délais d'instruction des dossiers sont tels que tout ça traîne et n'apporte pas les réponses que nous attendons. Et je voudrais à cet égard rappeler l'abandon du plan Borloo dont on reparle aujourd'hui suite à ces émeutes. Moi, je me souviens de la manière dont M. Borloo a été appelé par le président de la République, ce grand mâle blanc qui n'avait pas compris ce qui devait être fait dans les quartiers. Que de temps de perdu, que de gâchis. Et j'espère que ce qui vient de se passer permettra au président de la République et au gouvernement de remettre ce chantier sur la table. Enfin, dernier élément, à qui profite tout ça ? C'est notre pacte républicain qui est en danger. Regardez les études d'opinion qui sortent depuis quelques jours. Le champ républicain est balayé et les conséquences politiques de tout ça sont dramatiques. Et ce n'est pas simplement en accueillant 220 maires à l'Élysée et en leur promettant une augmentation de leurs indemnités que l'on va régler la situation. Et j'en viens à ce que disait Éric Kerrouche à l'instant. Les maires aujourd'hui sont en première ligne, ils sont en difficulté, ils attendent du gouvernement plus qu'une augmentation de leurs indemnités, ils demandent de la reconnaissance. Et face à la responsabilité qu'il a leur, à la complexification de leur mission, sachant que plus de la moitié d'entre eux considèrent qu'ils passent plus de 35 heures à l'exercice de leur mandat, et un tiers des adjoints de même, c'est d'un nouveau paradigme qu'il faut parler aujourd'hui, qui est celui de la professionnalisation de la fonction pendant la période du mandat. Merci, monsieur Marie. Dernier intervenant, monsieur François Bonhomme. Madame la ministre répondra ensuite. Merci, Monsieur le Président. Et moi, je voudrais simplement dire, bon, les maires, forcément, en quelques années, se retrouvent, et les adjoints et les élus municipaux sont la seule catégorie d'élus, on peut le dire ici, qui sont véritablement exposés en permanence à leur population. Et pour cause, puisque leur situation de proximité et d'immersion les expose en tout un tas de choses, et ils se font souvent les porteurs de mauvaises nouvelles, de règles, qu'ils sont obligés d'imposer et de faire respecter. On a parlé des situations de médiation entre des relations interpersonnelles qui sont de plus en plus compliquées, mais en matière d'urbanisme, on voit bien à chaque fois combien ça peut être un facteur de tension, et Lausanne, sans doute, va encore aggraver les choses de ce point de vue. Moi, je ne ferai pas l'intervention sur il n'y a qu'à et c'est parce que la situation, on le sait, la réponse est multifactorielle, ainsi que les causes. Simplement, la partie judiciaire, la réponse judiciaire me semble quand même tout à fait importante du point de vue que l'État doit indiquer aussi à la société en général combien la figure du maire et des élus en partie, notamment,
sont une figure qui est intouchable et qu'ils s'exposent à des sanctions tout à fait rapides, fortes et importantes dans le cas contraire. Je ne crois pas aux explications sociales. J'ai entendu dire qu'ici, ça serait le défaut d'investissement public qui serait une des causes importantes. Je crois qu'on a, non pas déversé, mais en tout cas engagé des dépenses considérables à différents types de politiques de la ville et que les dégradations de biens publics, parfois tout neufs, ne viennent pas de là, bien au contraire. La partie éducative, bien sûr, est interrogée. Et je ne crois pas que les bibliothèques qui ont été attaquées, c'était parce qu'il y avait une espèce de désir ardent de lecture qui a expliqué les choses. Je ne vois pas le lien là-dessus. Et quant au désengagement de l'État, M. Caner parlait de l'affaiblissement de l'autonomie fiscale. C'est vrai que je suis de ceux qui n'ont pas souhaité l'exonération de la taxe d'habitation parce que le lien civique de ce point de vue a été coupé. En revanche, je rappelle quand même que les collectivités n'ont jamais autant été impactées lorsqu'elles ont subi ce qu'on appelait à l'époque pudiquement le plan de réduction de contribution, de réduction à la dette publique des collectivités locales, qui en fait s'était traduit par 11 milliards d'euros d'au moins pour la DGF. Donc du point de vue du coût quand même très mortel pour l'équipement en service public local. Là, je pense qu'on n'a pas fait mieux depuis, donc il faut être prudent dans ce propos-là. Voilà. Mais après, Madame la Ministre, ça ne m'empêche que, après ce propos, veillez non plus à ne pas faire trop de communication. Quand vous appelez le parc sécurité, moi j'ai l'impression d'être chez un opérateur téléphonique et je pense que... Et je pense qu'il vaudrait mieux, si au demeurant, après les points que vous avez développés, je pense que le 90% ici, ils souscrivent. Hein, mais c'est vraiment des petits pas et un continuum, créer un écosystème de sécurité du maire qui doit être fait à travers le lien police-justice notamment, mais la partie éducative étant beaucoup plus compliquée et demande du long terme. Voilà, mais je veux dire, prudence, prudence, même si on a besoin aussi d'avancer sur ce domaine. Merci, Monsieur Bonhomme. On parle des maires aujourd'hui et des violences qu'ils subissent. Je tiens votre attention sur ce qui s'est passé à l'audience du tribunal judiciaire hier à Lyon, où le tribunal, à l'audience où étaient jugées les personnes qui ont commis des actes de délinquance, voire des actes criminels, l'audience a été perturbée par des gens qui sont venus manifester contre la police avec des propos qui sont invraisemblables. Donc c'est bien dire que c'est d'une manière générale l'autorité qui est contestée. Madame la ministre, vous avez la parole. Je vais juste dire à quel point le président de la République, la première ministre et tout le gouvernement souscrivons à ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. Tout simplement, l'autorité est contestée partout. Et s'il y a bien un enseignement que l'on tire et une réflexion que l'on conduit, c'est bien autour de cette autorité, de ce respect de l'autre que nous devons travailler tous ensemble. Alors, bon, je vais essayer de répondre, j'ai un petit quart d'heure, à tous les sénateurs. Le sénateur Marc, vous avez élargi le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui et vous êtes allé sur le terrain du statut de l'élu. Alors, comme beaucoup d'entre vous, si le président Caner, même si je ne réponds pas à sa question, mais écoutez, ça serait super gentil. Non, mais je ne vous en veux pas, simplement, comme je réponds à une partie des questions que vous m'avez posées, mais c'est pas grave. Simplement, le statut de l'élu. Vous dire qu'il y a maintenant 2 mois, quasi 2 mois, j'ai fait une grosse séance de travail avec David Lisnard et l'AMF pour lui dire que je voulais travailler le sujet des conditions d'exercice du mandat d'élu local. Et qu'avec ma petite expérience de ces derniers mois et la violence telle qu'elle est aujourd'hui, dont je vous dirai quelques mots, je voulais décorréler les sujets. Violence faite aux élus, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Et c'est ce plan national de prévention. Encore une fois, celui du 17 mai n'était pas parfait. Celui-là, on va l'amender de tout ce que vous nous avez dit. Il ne sera pas parfait, on va l'amender, on va y travailler ensemble. Mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel, effectivement, la Première ministre m'a mandaté. La corrélation entre les deux, elle n'est pas évidente. Moi, je dis que c'est autour de 15% des démissions d'élus qui prennent leurs sources et leurs origines dans la violence faite aux élus seulement. Donc c'est une des causes
pour lesquels nos élus démissionnent. En tout cas, je voulais vous dire que le sujet du statut de l'élu, je le prends à bras le corps. Et j'ai été extrêmement heureuse. Et j'entends, comme vous l'avez dit, que ça fait 40 ans, ça tourne, que l'on entend parler, 30 ans, 20 ans. On a cru dans des lois qui ont été votées sur le fait que le statut de l'élu serait véritablement mis au cœur de nos travaux. J'espère, tout simplement, parce que j'ai sollicité le président de l'AMF, parce que je considérais que c'était, et pourtant j'ai de très bonnes relations avec la MRF aussi, et toutes les associations d'élus, mais qu'on pouvait travailler utilement à deux. Et dès qu'on va dire le mois de juillet, on va avoir une liste. Aujourd'hui, on est à 80 irritants, 80 sujets, 80 problèmes que rencontrent nos élus. L'idée, c'est de l'inventorier de façon exhaustive pour pouvoir en face y mettre les solutions. Certaines seront d'ordre réglementaire, d'autres législatives. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ces conditions d'exercice du mandat d'élu? Il y a évidemment le statut de l'élu. Le statut de l'élu, c'est 3 composantes. C'est tout ce qui touche à l'indemnisation. C'est tout ce qui touche au remboursement de frais, c'est tout ce qui touche, deuxièmement, à ses droits sociaux, c'est tout, et troisièmement, c'est la formation, le droit à la formation des élus. Aujourd'hui, on a des bouts de code un peu partout sur le statut de l'élu. On n'a pas véritablement une approche comme on l'a pour le statut de la fonction publique territoriale. On n'a pas le statut de l'élu et ça le mérite. Donc, vous avez là en live, et en réponse à votre question, un travail que l'on a initié. La première chose que l'on va faire dès que l'on aura inventorié les causes et trouvé déjà quelques ébauches de solutions, c'est évidemment d'élargir tout de suite au Sénat, d'élargir à l'Assemblée nationale, d'élargir aux autres associations d'élus. On va faire un colloque ensemble au mois de septembre où on va essayer de s'assurer qu'on n'a rien oublié dans tous les problèmes que rencontrent nos maires et on va co-construire les solutions ensemble pour aboutir au Congrès des maires avec ce que j'espère un statut de l'élu. Donc vous avez au gouvernement quelqu'un que je suis qui milite pour que enfin on débouche sur ce sujet dont tout le monde parle, mais finalement on a de ci de là amélioré la situation. Mais je pense que cette crise récente là et ces émeutes, elles doivent normalement nous inviter tous à conclure avant la fin de l'année sur un statut de l'élu. Donc vous avez évoqué le fait de repenser la place du maire dans la société. Là, ça touche à tous ces sujets éducatifs que beaucoup de vous avez. Mais je souscris à tout ce que vous avez dit. Mais la question principale est tournée autour du statut de l'élu. Je pense vous y avoir répondu. La sénatrice Gatel, vous avez renforcé le fait que l'évaluation, elle devait être précise, juste et éviter toute forme de surréaction. Et vous avez indiqué que cette évaluation, elle était absolument nécessaire. Donc, vous dire qu'on a une doctrine que l'on n'avait pas aussi clairement formulée jusqu'à maintenant pour aider nos préfets tout simplement à évaluer, à se poser les bonnes questions et pour que ces évaluations elles soient les plus pertinentes possibles, pour que la protection soit la plus pertinente possible. Donc, je vous l'ai dit de façon un peu informelle en vous disant ce que je vivais depuis 15 jours, 3 semaines avec cette présence des procureurs à toutes les AG des maires. C'est écrit dans la circulaire, ça leur est demandé. Donc moi, je souscris à ce qu'a dit monsieur le garde des Sceaux. Il y a des endroits dans lesquels ça fonctionne bien, des endroits dans lesquels ça fonctionne moins bien. Vous évoquez le fait qu'en zone gendarmerie, il y a une prise en compte de ce sentiment de sécurité beaucoup plus forte parce que les gendarmes vivent sur le territoire. C'est juste une évidence. Je ne suis pas fondée, moi, à vous dire si oui ou non la police, on pourrait travailler pour que effectivement ils résident sur leur territoire comme les gendarmes. Mais en tout cas, je souscris en tant que maire ayant été en zone gendarmerie que cette extrême proximité est plus qu'utile. Ensuite, le sénateur Leroy. Alors, vous avez évoqué les chiffres, le sénateur Leroy. Je vous voyais pas. Vous avez évoqué les chiffres 2021-2022. Les chiffres, y compris les 12, parce que vous m'avez entendu dire 6 atteintes à des élus pendant les émeutes. En fait, on est à 12 parce que
des atteintes même mineures, on les considère comme des atteintes. C'est des chiffres consolidés entre gendarmerie et AMF, donc remontés. Mais ces chiffres, ils ont baissé au premier semestre 2023, donc de 4% pour les atteintes aux maires. Donc voilà, est-ce un signal sur le fait que le nombre baisse, mais en tout cas la gravité, on le voit là, est extrêmement forte. Dans les mesures que l'on prend sur le nombre de patrouilles qui ont été grandement augmentées, sur le plan de la surveillance, sur le plan de la mise en place de caméras, toutes les gendarmeries sont maintenant équipées de caméras qu'ils peuvent poser évidemment à la demande du procureur pour immédiatement observer les allées et venues devant les domiciles, devant les mairies. Tout cela est en ordre de marche. Donc, quand vous appelez de vos voeux tous, et vraiment, je souscris des mesures concrètes, encore une fois, tout peut être complété, mais en tout cas, elles sont là, ces mesures concrètes, aujourd'hui. Vous voulez qu'on évalue l'efficacité? Pour l'instant, on est beaucoup trop tôt par rapport à ce que l'on a annoncé le 17 mai, par rapport à ce que l'on va annoncer maintenant. Moi, j'évalue au gré de mes rencontres ce que me disent les maires. Voilà, j'évalue que globalement, ce pacte sécurité, monsieur le sénateur, dont je souscris sur le fait qu'il n'y avait pas besoin de le marketer et de lui donner un nom, il pouvait s'appeler tout à fait autrement. Mais en tout cas, ces mesures, elles sont perçues par les maires comme étant utiles. Et encore une fois, avec beaucoup d'humilité sur le fait qu'on peut toujours en prendre des complémentaires. Alors, monsieur le président Kanner, je vais tout simplement pas partager votre point de vue, mais c'est tout le plaisir de pouvoir débattre entre républicains, démocrates et de pouvoir se dire à quel point je ne partage pas votre point de vue. Je ne partage pas votre point de vue. Déjà, je ne le partageais pas avant d'avoir écouté je pense, environ 150 maires sur les 400 qui ont été reçus à l'Élysée hier. Mais c'était comme une évidence à la sortie d'avoir écouté ces 400 maires sur le fait qu'il est urgent de ne tirer aucun enseignement de ce qui s'est passé ces 6 derniers jours à court terme. Pourquoi? Bien sûr que non. Et on continue surtout pas. Pourquoi je pense qu'il est urgent de ne pas tirer d'enseignement. D'abord parce que sur les 120 maires qui se sont exprimés, il y en a 60 qui ont tenu vos propos et 60 qui ont tenu des propos orthogonaux. Déjà. Donc il n'y a pas du tout un consensus sur le fait qu'il faille réinventer une nouvelle politique de la ville ou il faille absolument remettre de l'argent dans la politique de la ville. Non, il n'y a pas consensus là-dessus. Et je voudrais prendre pour exemple quasi l'unanimité des associations d'élus que nous avons reçues autour de la Première ministre la semaine dernière. Tous ont dit que ce n'était que des groupuscules dans ces quartiers de politique de la ville qui avaient fait flamber nos mairies, qui avaient pillé les magasins. Je cite la ville de Toulouse parce que je le suis de près, parce que je suis une ancienne élue de ce territoire. Mais sur les 4 quartiers de politique de la ville, c'est pas plus de 80 individus qui ont... et d'ailleurs, on voit à quel point ça a baissé. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu une prise, on a été pris par surprise. Et ensuite, très vite, ça a été jugulé, particulièrement à Toulouse, parce que justement, on a compris comment ils procédaient. Le deuxième jour, ça a été un peu mieux, le troisième un peu mieux, mais on a été pris par surprise parce qu'ils attaquaient partout et avec des formes auxquelles on n'était pas habitué. Mais sérieusement, beaucoup de maires ont dit hier, pas moins de 3 que j'avais autour de moi avec qui je parlais en aparté, à quel point ils se sont appuyés sur les habitants des quartiers de politique de la ville, les familles même, pour rejeter ce que faisaient ces 80 personnes, 30 ici, 50 là, et à quel point ce travail, ce qui est fait par les travailleurs sociaux, qui est fait par les médiateurs, il était remarquable. Ne faut-il pas aller plus loin? Ne faut-il pas interroger l'efficacité? Mais bien sûr que oui, il faut s'interroger, il faut poursuivre ce qui marche bien. Peut-être que des choses, comme vous l'avez signalé, qui ont été supprimées, n'auraient pas dû être supprimées. Bon, qui ne se trompe pas. Peut-être qu'il faut réinterroger un certain nombre de choses. Cependant, en aucun cas, et je souscris avec ce que vous avez dit, et là, je m'engage
je ne sais pas vous dire le délai, mais je pense au plus tard 15 jours, parce que hier, le président de la République, après avoir écouté les 400 mètres, il a fait une conclusion sur les 8 chantiers qu'il ouvre, et il nous a reçus à 6 ministres pour nous parler des 8 chantiers. Entre autres, il nous a demandé de donner des chiffres précis, alors j'en ai quelques-uns ici, 3,5 milliards d'euros pour quartier 2030, et à quel point, vous l'avez dit, sur l'ANRU, il y a plus d'argent, mais pas que sur l'ANRU. Et à quel point, par rapport au rapport Borloo, que certains des élus hier ont cité comme étant extrêmement intéressant, il a dit, je le connais bien, peut-être je prends ma part sur le fait que sur la forme, et peut-être que il ne l'a pas dit comme ça, mais j'ai rejeté en bloc quelque chose où il y avait des choses intéressantes. Mais en tout cas, sur les montants qui étaient appelés et sur les actions qui étaient conduites, il a demandé à Christophe Béchu et Olivier Klein et aux administrations afférentes de faire remonter un bilan, et ce n'est encore une fois, et je pense que les montants ont été augmentés autour de 20%, ni un manque de moyens, ni que cette politique de la ville qui a été portée par tous les gouvernements précédents n'a pas poursuivi, n'a pas été efficace. En fait, on entend quand même beaucoup de maires hier dire que ça aurait été bien pire. Voilà, donc moi je m'empresse de vous dire qu'il faut se garder de toute analyse. On voit des gens qui se sont attaqués à la République, on se voit des gens qui se sont attaqués, des jeunes de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'ils se laissent entraîner? Est-ce que c'est eux-mêmes qui portent cette envie de mépriser, d'abîmer la République? En fait, ils n'en connaissent pas les valeurs. Donc, véritablement, le dédoublement des classes, tout le monde l'a salué. Donc, des actions positives, il y en a eu. Il faut réinterroger encore une fois une partie des actions. Il faut compléter le dispositif. Il ne faut pas accuser le gouvernement de ne pas avoir mis les moyens. La critique est facile, l'art est difficile. Mais moi, je ne souscris pas à cette analyse. Oui, bien sûr. Non, mais madame la ministre, si le président m'y autorise, je vais vous donner un exemple de quelque chose qui ne coûte rien et qui a été évoqué hier par le président Larcher dans sa réception devant les sénateurs. Et je prends ma part aussi, puisque personne ne l'a fait. Avoir une vraie politique de peuplement dans ces quartiers, ça ne coûte rien, c'est de la volonté politique. Voilà. Il n'est pas acceptable que dans les mêmes bars, que dans les mêmes entrées, on retrouve comme par hasard les mêmes, je dirais, statistiques ethniques, et qui n'existent pas officiellement, mais qui sont en fait de fait pratiquées. Voilà. Oui, Président, c'est un des chantiers que je citais hier, sur lequel le Président nous a demandé d'avoir une note très rapidement. Monsieur le sénateur Kerrouche, vous nous demandez d'anticiper, je ne peux que souscrire. Vous nous appelez à un travail sur le statut de l'élu qui est absolument indispensable. Je ne vous redis pas ce que je viens de dire. Vous serez parmi les tout premiers sénateurs consultés sur ce sujet. Vous me dites que vous avez écrit, je suis désolée, une PPL sur le statut de l'élu. Est-ce qu'on l'a, cette PPL sur le statut de l'élu? Oui, elle vient d'être publiée, mais on l'a déjà. On va travailler dessus. Et je vais, indépendamment du travail que je conduis avec l'AMF, et je voudrais l'avoir dans 15 jours, pas trop tard, avant que monsieur le sénateur quitte le Sénat, un rendez-vous d'1 heure pour être sûr que dans ce qu'on a fait, on prend en compte. On s'est déjà vu, on va se revoir dans cet esprit. Je suis d'accord qu'il a été revu qu'à la marge, vous l'avez dit, je partage. Donc il y a un besoin d'un travail en profondeur. Après le sénateur Kerrouche, c'était le sénateur Richard. On est d'accord? Oui, juste vous dire qu'on attend aussi les propositions du groupe de travail Larcher, qui est piloté par Maryse Carrère. C'est deux choses différentes. Alors, allez-y Françoise, mais remémorez-moi. Le président, dites-nous, pardon, que je ne me fasse pas de... Demain, le groupe de travail sur la décentralisation fera son rapport et il sera présenté publiquement par le président du Sénat. Donc, je pense qu'il se fera utile à la réflexion générale, en particulier pour ce qui touche à la liberté des élus locaux et leur capacité d'agir. Et puis, il y a l'autre rapport, qui est la mission qui est menée actuellement par M. Darnaud et Mme Carrère sur le rôle des maires, et qui va rendre son rapport dans quelques temps également, qui est encore un aspect plus précis des choses, demain également. Donc, demain, vous aurez tout.
Alors, le sénateur Richard, je ne me souviens plus, où êtes-vous? Alors, voilà. Donc, vous appelez de vos voeux à ce que l'on inventorie tout ce qu'on appelle des irritants. Vous voulez qu'on examine toutes les situations structurelles qui occasionnent des irritations récurrentes. Vous avez raison, le ZAN en est un. Vous avez vu, je me suis énormément impliquée aux côtés de Christophe Béchu très peu de temps, jusqu'au mois d'octobre. Et là, c'est vraiment lui qui est à la main. Et aujourd'hui, on a quand même très largement, il a très largement entendu le Sénat. On essaye de trouver une position consensuelle entre le Sénat et l'Assemblée. On va laisser, je crois que c'est le 12 et le 13 juillet, que la lecture. Voilà. Mais avec une lecture, comment on dit? Une lecture? Conclusion. Ouais. Je t'entends pas, mais c'est pas grave. Ensuite, sur les gens du voyage, ben, je m'engage à tout simplement regarder pourquoi ce texte est bloqué à l'Assemblée nationale. Et ensuite, vous avez mon engagement total, vous le comprenez dans les mots que j'ai choisis, à travailler sur ces irritants. Et à veiller à ce que ces irritants soient traités. Monsieur Darnaud. Alors, Monsieur Darnaud, qui considère que je ne réponds pas à ces questions, c'est possible. Donc, probablement. En tout cas, c'est sincère de votre part. Bon, par exemple, vous me citez, vous me dites exemple. Exemple, comme si véritablement, parce que vous l'avez vécu, vous trouvez ça exemplaire, et ça n'était pratiqué que là. Alors, pas du tout. Les boîtes mail. Oui. Oui. Oui, les boîtes mail, elles sont partout, généralisées, avec des moyens qui font que, là, je vous parle, moi, il y a un an, j'étais encore maire, et vous avez des délégués du procureur qui vont faire de la pédagogie pour que ces boîtes mail soient connues, et les moyens qui sont là derrière font que la réponse. Alors, il y a des cas, je redis ce qu'a dit le garde des Sceaux, mais ne nous opposons pas sur le fait qu'il y ait des dysfonctionnements et qu'elle ne soit pas, et qu'il n'y ait pas tous les moyens que vous souhaiteriez partout. Vous avez probablement raison. Mais en attendant, aujourd'hui, la volonté, cette boîte mail, elle est déployée. La volonté des procureurs, c'est qu'il y ait une réponse sous 24 heures. Moi, pour ce que l'on m'a... amusez-vous. Si elle ne l'est pas, donnez-moi les lieux... Alors, qu'est-ce qui s'est passé, les amis, là? Non, mais c'est pas parce que c'est pas grave que je peux pas questionner pour savoir pourquoi je suis pas venu. Parce que moi, si le sénateur Darnaud m'invite, je viens. Hein? C'est pas grave, c'est quoi? Pourquoi je ne suis pas allé? Ah, ok. Bien. Allez. Allons-y, avançons. Allons-y. Donc, vous me demandez un exemple sur le sujet du pouvoir réglementaire local. Bon, moi, je vous invite à Beauvau. Voilà, si moi je ne suis pas venu chez vous, et c'est trop tard, mais je vous invite à Beauvau pour vous en donner plusieurs. Enfin, juste la composition des CCAS, tout simplement. Les maires peuvent les fixer eux-mêmes. Voilà, on peut aller plus loin. Bien sûr qu'on peut aller plus loin. Mais vous me demandez, eh bien oui, ça existe déjà, mais vous me dites, donnez-moi un exemple de ce qui existe déjà. C'est pas ce que vous m'avez demandé? Alors, il n'y a pas de dialogue, a dit Monsieur le Président, parce qu'il faut aller vite. Donc, échangeons. Il n'y a pas de mauvaise volonté de ma part, du tout. Il y a une volonté de progresser ensemble. Mais en attendant, il faut que vous nous écoutiez de la même façon que je vous écoute. Ensuite, le sénateur Marie. Là, je pense avoir... sénateur Marie. Voilà. Donc, je pense avoir en partie répondu par la complexité de la violence à laquelle on a dû faire face. Des individus extrêmement jeunes, des individus coordonnés par des réseaux sociaux, des individus pluriels. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, monsieur le sénateur, sur les origines plurielles et les motivations plurielles qui ont fait que, oui, des villes comme la ville de Rouen ont peu vu
ou des communes autour de la ville de Rouen ont peu vu des policiers parce qu'ils étaient concentrés sur différents lieux. Et donc, du coup, c'est les polices municipales qui ont fait front. Et là, je veux vous dire à quel point le président, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels il a entendu les maires hier. Cette continuité de sécurité entre la police nationale, la gendarmerie et les policiers municipaux, elle est fondamentale. Et donc, oui, la police municipale a fait face quand il n'y avait pas suffisamment de police nationale. Je veux quand même dire, parce que vous avez appelé de vos voeux une compréhension sur les sanctions, ça a été 3600, mais vous avez peut-être le chiffre, interpellations, 346 déferments et 115 comparutions immédiates. Donc, ils sont dissipés, hein, Monsieur le Président. Bon, c'est pas grave. Nous aussi, on l'est. Vous avez indiqué à quel point vous avez le sentiment de temps perdu par rapport au rapport Borloo, remettre ce chantier sur la table. J'ai répondu au président Caner. Je souscris au fait que le pacte républicain est en danger, qu'il nous faut véritablement à la fois travailler sur le très court terme et sur la protection de nos élus locaux, sur la sanction. Et je pense que les moyens sont mis, après on faudra les évaluer, je suis d'accord, mais il nous faut travailler aussi sur le moyen terme. Et il nous faut travailler sur ces sujets comme l'éducation, bien sûr, et sur l'action sociale de proximité. Le sénateur Bonhomme, voilà, vous avez utilisé ce terme de cause multifactorielle. C'est exactement ça. Ensuite, vous avez évoqué le fait que la communication sur le pacte sécurité, il n'y a pas besoin de lui donner un nom et que, bon, voilà, si on doit générer un effet un peu de rejet parce qu'on met un nom et que derrière les mesures ne paraissent peut-être pas à la hauteur des attentes, donc en tout cas, les actions sont déployées et sont efficaces pour ce que j'ai pu mesurer. Donc mesures judiciaires, donc c'est la filière d'urgence, hein. C'est dans les tribunaux, pris en main par tous les procureurs, c'est les sanctions, c'est les circonstances aggravantes pour le harcèlement, c'est ce que vous allez trouver dans le plan national de lutte sur lequel je vais peut-être vous réinterroger, Président, pour être sûr que ça reprend bien les attentes des sénateurs. Et voilà, donc j'insiste sur le sujet. D'abord 20 millions, peut-être je ne vous l'ai pas dit. Gérald Darmanin a annoncé qu'on allait débloquer tout de suite un budget de 20 millions pour remplacer toutes les caméras qui avaient été détruites dans le cadre de ces émeutes. Et ensuite, on travaille sur un fonds de reconstruction de toutes les dégradations en complément de ce que les compagnies d'assurance vont faire remonter. Voilà, monsieur. Merci, Madame la Ministre. Je dois satisfaire deux questions, mais très très courtes. Madame Dumont, Madame Cukierman, 30 secondes. Je vais être très brève. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je vais juste illustrer, permettez-moi d'illustrer avec un exemple qui est le mien. Une fois n'est pas coutume, j'ai été il y a quelques mois, à la suite d'un amendement que j'avais déposé, insulté, sali, traîné dans la boue sur les réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Et puis pour finir cet épisode pour lequel on m'a dit restez chez vous, planquez-vous, vaut mieux pas sortir de chez vous. Un soi-disant humoriste sur France Inter, radio du service public, a mené pendant une bonne demi-heure un édito sur moi en me traitant, pardonnez-moi chers collègues, de fond de chiotte de la République, entre autres jolis compliments. Et en plus, comme ils ont envie que ça s'écoute bien, ils l'ont mis en podcast sur le site de France Inter. Bien évidemment, j'ai saisi la justice, j'ai déposé plainte. Alors, sur l'instant, vous vous sentez pris en considération. Le procureur m'a dit, mais je vais faire diligence. Le commissaire m'a dit, je suis désolé, je ne peux pas mettre des moyens de police parce qu'on est en sous-effectif, donc on ne peut pas trop vous protéger. Voilà. Et puis, audience au tribunal avait été fixée au 23 juin, là, de cette 2023. Et puis, ça a été repoussé au 30 septembre 2024. 2024. Donc, en fait, l'engagement d'élu, c'est pas un engagement comme les autres.
On nous demande tous les jours de l'exemplarité, et c'est bien normal. Dans tous les instants de notre vie, l'engagement d'élu, il vous prend sur votre vie privée, sur votre journée de travail, sur voilà. J'estime que en retour, on pourrait exiger de l'exemplarité dans la rapidité à traiter la sanction et à traiter la peine. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas Madame Garde des Sceaux. Mais c'est une chaîne qui est à prendre en considération. Bon nombre d'élus, de maires de mon département, et pourtant je suis du département du Var, qui n'est pas un département particulièrement sensible, mais bon nombre de maires sont las de tout ça et disent aussi, ben moi en 2026, je raccroche. Parce que quand on a des problèmes, sur l'instant, ça crée de l'émotion, et puis après, en fait, tout le monde s'en fout. Moi, je réclame dans le traitement de l'exemplarité, dans la rapidité à traiter la sanction. Je dois attendre plus d'1 an pour savoir si celui qui m'a traité de fond de chiotte de la République va être sanctionné ou pas. Merci, Madame Dumont, de ce témoignage important. Madame Cukierman, Madame la Ministre, et après, on suspendra. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous ai entendu... D'abord, je crois que dans la période, oui, il faut en tirer les enseignements, analyser, certes avec beaucoup d'humilité, mais en tout cas, on ne peut pas se satisfaire de rester en l'état. Et pour avoir quand même discuté avec un certain nombre d'élus, je crois qu'on ne se satisfera pas simplement d'un statut de l'élu et de 20 millions pour remplacer les caméras. Parce que vous savez, quand on n'a plus de mairie, quand il n'y a plus de feu rouge qui fonctionne, il y a d'autres urgences que de remplacer les caméras dans l'immédiateté. C'est la première réponse qu'ont reçue par SMS les maires concernés par des destructions lundi matin du ministre. Excusez-moi, mais je pense que oui, après les jours qui viennent de se passer, les dégradations d'un certain nombre de bâtiments publics, les pillages, je crois qu'il y a d'autres mesures que simplement, et je ne dis pas que ce n'est pas un problème et qu'il ne faut pas remplacer les caméras, mais je crois que l'urgence de la République lundi matin, elle est ailleurs que simplement d'annoncer ici ou là des mesurettes. Voilà, tout aussi fondamentale qu'elle puisse être. Ce même jour, lundi, un sondage était publié, un sondage au Doxa, qui qui annonce que 66% des Français pourraient renoncer à se présenter à une élection parce qu'ils craindraient pour leur sécurité et celle de leur famille. Donc je crois qu'on n'en est pas là simplement à se réfléchir à quelle est la meilleure proposition de loi du moment. On en est à se dire que dans 3 ans, nous pourrions avoir dans un certain nombre de communes plus de candidats, et nous l'avons déjà vu, parce qu'en 2020, le nombre de communes où il n'y avait plus qu'une seule liste, là où avant il y en avait plusieurs. Et donc comment est-ce que l'on garantit effectivement à ce qu'en 2026, les communes puissent être pourvues en nombre d'élus, sauf à se dire qu'il y aurait trop de communes et qu'on pourrait les voir disparaître, et y compris dans le respect d'un pluralisme qui redonne du pouvoir aux élus locaux pour refaire de la politique et refaire vivre de la démocratie à l'échelon communal. Merci, Mme Cukierman. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous appelez de vos voeux, Madame la Sénatrice, de l'exemplarité. Vous avez tout à fait raison. Donc, je souscris à votre grande déception. Je vous dis 2 choses. D'abord, les moyens de la justice, et si vous voulez bien les voter, il y a une loi de programmation pour la justice qui est en cours. Vous les avez déjà votés d'ailleurs, mais ça va revenir, ça va nous revenir. C'est pas entièrement la CMP, c'est passé à l'Assemblée aussi. Non, c'est en cours. Donc voilà. Donc les moyens sont absolument. On a absolument besoin de moyens, parce que si on vous fait cette réponse qui n'est absolument pas satisfaisante, c'est tout simplement parce qu'on manque de moyens. Donc les politiques publiques, vous le savez, vous êtes sénateur, vous les voyez, elles sont toutes là, et on a un faisceau de demandes qui font qu'à la fois on veut se désendetter, à la fois on veut renforcer nos forces de gendarmerie et de police, beaucoup d'entre vous l'ont dit, on veut renforcer notre justice, donc tout ça n'est pas simple. Aujourd'hui, notre justice a besoin de moyens, donc merci au Sénat d'avoir voté la loi de programmation pour la justice. Et ensuite, je vais quand même regarder, personnellement, je crois que vous êtes sénatrice du Var, je vais regarder personnellement là où je comprends votre colère, je vous ai dit à quel point je souscrivais, mais tout le monde s'en fout, c'est sur le coup de la colère. C'est tellement faux, quoi. Je veux dire, c'est tellement faux. Je ne pense pas qu'il y ait un juge qui s'en foute, je ne pense pas qu'il y ait un procureur qui s'en foute, je ne pense pas qu'il y ait un préfet qui s'en foute. La question, c'est que ça donne l'impression qu'on s'en fout, parce qu'on vient à votre chevet au début, puis derrière, il vous faut attendre 2024. Donc, je l'entends, mais attention, si vous voulez, à ces expressions de colère que je peux avoir moi-même, hein, mais qui font que finalement, on ne croit plus dans notre République, parce qu'il y a des dysfonctionnements comme celui que vous pointez.
Je suis d'accord. Ensuite, Madame Cukierman, vous, et je le respecte totalement, vous dites que ce n'était pas ni le moment ni la mesure d'annoncer le remplacement des caméras. Mais moi, je l'ai dit à Monsieur le Président Caner, je respecte tout à fait. Vous seriez en situation de gouvernance, vous feriez autre chose. Moi, je suis là pour vous écouter, pour entendre ce qu'il aurait fallu dire. Mais en tout cas, moi, je vous dis que je suis solidaire du ministre de l'Intérieur et je suis ravi qu'il ait pu. Et d'ailleurs, c'est ce que Madame la Présidente de région Île-de-France a dit. Mais moi, je souscrirai tout de suite quand on est allé dimanche. La première urgence, c'est de remplacer ce qui va nous permettre, tout simplement, de cette exemplarité que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire la capacité à pouvoir donner des éléments à la justice. Donc, bien sûr que c'est prendre soin. On est allé au chevet des maires. Moi, j'ai eu plusieurs fois et vu la maire de Pontoise, j'ai vu le maire de les Roses. Donc, l'humain et des équipes municipales, pas seulement du maire, de toutes les équipes. Donc, l'humain, il est fondamental. Je pense qu'il est au cœur de ce que Gérald Darmanin, Christophe Béchu et moi-même faisons. Je pense qu'il est au cœur de ce que font les préfets, mais aussi le remplacement des caméras qui peut se faire assez vite, rapidement, était une priorité. Et vous me dites le statut de l'élu. Je m'attaque à un sujet qui est un peu un sujet qui a tourné en rond, et vous me dites ça changera pas tout, mais vous avez totalement raison. Mais à aucun moment j'ai dit, vous allez voir ce que vous allez voir avec le statut de l'élu, notre République, l'autorité, tout ça, ça va très bien fonctionner. Donc le statut de l'élu, c'est nécessaire, mais évidemment pas suffisant. Les 20 millions d'euros de remplacement des caméras, c'est nécessaire, mais évidemment pas suffisant. Et puis, pardonnez voilà, moi je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc quand vous me dites que 66% des Français aujourd'hui se posent des questions et que vous craignez, à juste titre, qu'on manque de candidats dans certaines communes. Je travaille avec la sénatrice Gatel sur les communes nouvelles, parce que je pense qu'il faut qu'on soit encore plus en accompagnement pour essayer de faire en sorte que, effectivement, ce qu'ont envie de faire ensemble, eh bien, on fasse ensemble. Mais en attendant, moi, je ne suis pas inquiète parce que je vois des toutes petites communes dans lesquelles je vois des maires qui ont démissionné, qui finalement ne redémissionnent pas parce qu'ils voient l'opposition arriver. Et l'être humain est ainsi fait que je pense que même dans les petites communes, malheureusement, je vois des gens émerger avec une envie de gouverner la commune, de s'opposer à ce qui a été fait par le passé. Mais en tout cas, cette envie d'être maire, même si il faut prendre en compte ce sondage, il faut conduire une réflexion. Mais moi, je pense qu'en 2027, on n'aura pas beaucoup plus de communes sans candidat qu'on en a eu. On en aura plus, mais pas beaucoup plus. Ce n'est pas un sujet majeur d'inquiétude pour moi aujourd'hui. Et j'espère que je ne me trompe pas, mais en tout cas, j'ai compris l'appel à vigilance que vous avez formulé. Madame la sénatrice. Merci, Madame la Ministre. On va conclure la réunion, mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas répondre au Président Caner sur la notion de peuplement. Ça fait très longtemps que je considère, j'ai été maire, que la question du logement social n'est pas un problème. Nous avons besoin de logements sociaux. Il n'y a aucun doute. Mais que la question de fond, c'est notre capacité, effectivement, à en gérer le peuplement et à ne pas rajouter de la misère sur la misère. Mais ça veut dire que si on peut avoir l'unanimité, ou en tous les cas un large rassemblement sur cette idée-là, on sera en capacité d'avancer utilement. Et je pense que c'est bien nécessaire. Et ça fait longtemps que ce sujet est sur la table. Ça fait longtemps qu'il est aussi l'objet de polémiques dont il faut se sortir. Mais c'est une des pistes, à mon avis, voire la piste majeure à mettre en place rapidement, parce qu'elle aura un effet utile et également rapidement. Merci Madame la Ministre, merci à tous. On se revoit à 11h. Merci Président.